Merci. Effectivement, je m'appelle Kevin Gomez. On va parler de logs aujourd'hui. J'ai conscience que ce n'est pas le sujet le plus cool auquel vous auriez pu penser. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir en tête d'affiche dans les conférences, ainsi de suite. C'est peut-être pour ça que je suis le deuxième jour d'ailleurs. Mais néanmoins, je pense que c'est un des composants essentiels dans nos applications. Quelle que soit l'application sur laquelle vous allez travailler, il va probablement très certainement y avoir des logs. Que vous utilisiez, je ne sais pas, la fonction error log pour en émettre, ou quelque chose d'un peu plus costaud comme monologue, vous allez chercher à diffuser de l'information sur l'état de votre système, sur ce qu'il est en train de faire, et c'est une bonne chose. Ça a une grosse valeur, parce que vous, en tant que développeur ou en tant que personne qui va exploiter une plateforme, vous allez avoir besoin de ces informations-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Le problème, c'est que ces logs, souvent, ils sont utilisés, ils sont émis, surtout, par nous, développeurs, de manière très incohérente. Dans mon équipe, je sais très bien qu'il n'y a aucune règle qui va régir, je ne sais pas, la manière dont on doit émettre des logs. Comment on log? Qu'est-ce qu'on log? Et du coup, on perd de l'utilité et de l'intérêt même d'émettre ces logs-là. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on réfléchisse ensemble sur quelques petits axes d'amélioration pour améliorer l'intérêt de ces logs et la valeur qu'on en tire. Spoiler, pour tous ceux qui voulaient que je parle de monologue ou de ELK, ou de stacks Greylog et ainsi de suite, vous allez vraiment être déçus parce qu'il n'y a rien de tout ça dans ce talk. C'est vraiment uniquement la partie métier, logs. Donc avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un log? C'est une définition que j'ai piquée sur Internet, sur le Macmillan Dictionary, et je l'aime beaucoup parce que plus vague que ça, je pense que j'aurais pas réussi à le faire en fait. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que l'action de loguer quelque chose, c'est tout simplement le fait d'enregistrer qu'un événement s'est produit, quelque part. Vague, hein? Je vois les yeux dans le vide, donc oui, ça doit être vraiment vague. Par contre, ce que nous dit cette définition très généraliste, c'est qu'un log, déjà de une, ça peut être n'importe quoi, et surtout qu'on va pouvoir en faire n'importe quoi derrière. Je vais pouvoir loguer, enregistrer n'importe quel type d'événement, et l'usage que je vais faire de cette information va être très divers. Je ne sais pas ce que je vais en faire a priori, et même pire que ça, je ne sais pas à qui ça va être utile, je ne le sais pas nécessairement en tout cas. Donc pour améliorer l'utilité de nos logs dans nos applications, le premier axe sur lequel on va réfléchir, ça va être la stratégie de logging. Qu'est-ce qui nous intéresse en fait comme événement dans notre système? Une des catégories les plus reconnues, ça va être tout ce qui est lié aux performances et à l'utilisation des ressources. Je vais dire des bêtises, mais à consommation mémoire, temps de réponse, ce genre de choses-là. Ensuite, on aura tout ce qui va toucher aux erreurs, que ce soit des erreurs totalement techniques, une exception qui va être levée et qui ne sera pas catchée. Donc vous allez, je ne sais pas, envie d'avoir l'information quelque part pour être prévenu, why not? Ou alors des erreurs vraiment fonctionnelles. Moi, je travaille pour une boîte qui vend des livres numériques sur Internet, donc on a un processus de commande. Une commande, ça va pouvoir planter sous certaines conditions. J'aimerais avoir une trace de cette erreur quelque part. C'est une erreur métier, j'aimerais en être informé. Enfin, la dernière catégorie qui va pouvoir nous intéresser, ça va être tout ce qui est action des utilisateurs. Encore une fois, on va se concentrer sur les actions qui ont vraiment une valeur et une signification métier. Le fait qu'un utilisateur ait déplacé sa souris ou cliqué sur un bouton, ça ne va pas nécessairement m'intéresser. Le fait qu'il ait passé une commande, qu'elle ait échoué, qu'elle ait réussi, qu'il ait ajouté un élément dans son panier, ça, par contre, c'est quelque chose qui va pouvoir m'intéresser, que je vais vouloir enregistrer dans mon système. Donc une fois qu'avec mon équipe, je vais avoir déterminé quels sont les éléments qui m'intéressent, ça c'est quelque chose, entre parenthèses, que vous pouvez faire ordinateur éteint dans une salle de réunion. Et je vais revenir derrière mon ordinateur et je vais m'assurer que tous ces événements-là, dans mon code, ils sont logués. Bien sûr, je vais loguer que les éléments qu'on aura identifiés au préalable et qui sont importants pour moi, pour mon métier, pour mon entreprise. Importants pour qui et pourquoi? Ça, c'est deux questions qui vont, en plus de m'aider à identifier, à élaguer un peu les événements que je vais loguer ou ceux que je ne vais pas loguer, c'est des questions que je vais devoir me poser pour savoir qu'est-ce que je logue. Quelles sont les informations qui vont être pertinentes à la personne pour l'utilisation qu'elle va avoir de l'événement et pourquoi? C'est ces deux questions qu'on va avoir en tête tout au long de cette conférence et qu'il ne faudra pas perdre de vue. Donc, à partir de maintenant, on va partir sur des trucs un peu plus concrets. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je travaille pour The eBook Alternative où on vend des livres numériques et des fois, on n'arrive pas à les vendre parce que la commande plante. Donc moi, en tant que développeur qui a réalisé le composant qui permet de passer les commandes, j'ai identifié ce cas d'erreur, une commande qui plante, et j'ai émis un log qui correspond à cet événement-là. Order failed.
Ça se comprend. Ce log-là, il va être traité ensuite, quand l'erreur va arriver, par quelqu'un chez nous qui est en charge de l'exploitation de la plateforme. Ce quelqu'un, c'est Florie, si jamais vous la creusez. Quand elle va voir ce log-là, elle va se lever, elle va venir à mon bureau, elle va me mettre un taquet. Pourquoi? Parce qu'il est complètement inutile, ce truc. J'ai une information, ok, il y a une commande qui a planté. Laquelle? Pourquoi? J'en sais rien. Et vu que c'est des informations qui vont m'intéresser moi, techniquement en tant que développeur, pour me permettre de faire mon analyse, et Florie en tant que personne qui exploite la plateforme, je les rajoute dans mon événement, tout simplement. J'ai une référence de commande qui me permet de l'identifier, je peux faire un peu plus de suivi, et j'ai une raison de l'échec. Ma plateforme de paiement est tombée. Ok, cool. Et là, Florie, elle commence à me dire, ouais, ok, la semaine dernière, il y avait la plateforme de paiement qui nous avait prévenu qu'ils avaient des avaries. Peut-être que c'est ça. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que ton erreur elle s'est produite? Non. Donc encore une fois, je reviens sur l'ordi et je rajoute une information chronologique sur l'événement. Ça date. Là, la commande, elle a planté, c'était le 12 décembre 2017 à 14h30. Ou alors c'était le 17 décembre 2012 à 14h30, j'en sais foutrement rien en fait. Le problème dans ce cas-là, c'est que même si j'ai rajouté du contexte à mon information, à mon événement, ce contexte, il est ambigu. Ni moi, ni Florie, et encore moins une machine, ne sommes capables de comprendre de manière sans ambiguïté en fait, à quelle date s'est produit l'événement, ce qui est dommage quand même. Donc l'idée, ça va être de garder cette information, mais de la normaliser. Je vais utiliser un format standard pour exprimer cette date, ISO 8601, pour moi ça ne me dérange pas. Et surtout, je vais la mettre dans tous mes événements au même endroit, au début par exemple, dans ce cas-là. Ce qui va introduire une notion de continuité et de cohérence entre les événements qui sont émis par mon système. Toujours au début, je vais avoir la même information, la date, elle va être toujours formatée de la même manière, et ensuite j'aurai le message qui va décrire l'événement. C'est cool, je commence à comprendre un peu mieux ce qui se passe dans mon système, et je peux faire une vraie analyse. Par contre, là, il y a un petit problème, c'est que si je veux faire de l'analyse automatique de cet événement, via une machine, via un outil, je ne sais pas trop, vous vous rendez compte qu'il y a des parties de l'événement qui s'est produit qui sont variables en fait. L'événement, c'est quoi? C'est une order à planter. Une order à échouer, une commande à échouer. Dans ce que j'ai dit là en français, qui est mon événement métier, il n'y a aucun élément variable dans mon message. Alors que dans le log que j'ai mis, il y en a deux. La référence de la commande qui a planté et la raison de l'échec. Ces éléments rendent l'analyse un peu plus compliquée parce qu'il faut les extraire, ils ne seront pas toujours indiqués de la même manière. Des fois, il y a des doubles guillemets, il y a des guillemets autour, des fois, il n'y en a pas. Il faut balancer des regex et ce n'est pas toujours facile, surtout si vous avez beaucoup de logs. Donc l'idée, ça va être de faciliter l'exploitation sans détériorer l'expérience de lecture, en remplaçant ces éléments variables par des placeholders, des variables en fait, dans le message, ce qui fait que le message il est unique et quelle que soit la commande, il sera indiqué de la même manière, order ref, failed, avec la raison à la suite. Et après le message, j'ai un pâté contextuel qui me donne le contexte réel de cet événement-là. Donc j'ai ma commande de la même manière qu'avant, j'ai la raison de la même manière qu'avant, sauf que contrairement au message précédent, je peux exploiter automatiquement ce contexte parce qu'il est simplement encodé en JSON. JSON, les humains n'ont pas de mal à le lire, vous pouvez toujours exploiter le message, et les machines non plus. Petite parenthèse, j'ai proposé l'exemple du JSON, vous pouvez tout à fait choisir d'autres formats, je ne suis pas du tout contre. JSON, ça me paraît juste être un choix par défaut qui est correct. Quel que soit le format que vous allez choisir pour indiquer vos logs et le contexte de vos logs, évitez, s'il vous plaît, des formats qui sont multilignes, c'est une horreur à parser pour des machines. Parenthèse fermée, je reviens sur ma notion de contexte. Ce contexte, du coup, maintenant, vu que c'est un sac dans lequel je mets des informations de JSON, j'ai aucune raison de ne mettre que les informations qui figurent dans mon message. Je peux en profiter pour donner plus de contexte à Florie et à moi-même, à mon moi du futur, pour indiquer l'identifiant du client qui est concerné, ça pourra m'aider, on ne sait jamais, et pour indiquer l'identifiant de la transaction qui a échoué, parce que je vais pouvoir contacter mon prestataire de cette manière et lui dire à quel point ça a échoué, est-ce qu'il faut que je la retente, est-ce que le client a été débité ou pas, tiens, voici son identifiant, aide-moi. Donc voilà, ces informations, maintenant que j'ai une place dédiée pour les mettre, je les mets. Et ça, c'est le type de log qui a pu être émis à un moment sur notre plateforme et qui l'était jusqu'à récemment.
ce genre de contexte, il y a un petit bémol, il faut quand même faire attention à ne pas mettre des données privées, des données sensibles. Là, je rebondis sur les conférences qui étaient hier sur le sujet. Les données sensibles, ça va inclure bien évidemment les données techniques, des secrets d'API, les secrets des mots de passe pour accéder à la base de données, et ainsi de suite, mais aussi des données qui peuvent concerner vos utilisateurs. Évitez de balancer des mails à l'aveuglette, des noms, des prénoms, des adresses IP, et ainsi de suite, qui pourraient permettre à des données de fuiter. Voilà, je reviens sur mon exemple de commande. On avait des logs sur notre plateforme qui étaient émis de cette manière. Et récemment, on a un nouveau développeur qui est arrivé dans l'équipe et qui a vu passer ce genre de log et qui est venu nous voir un peu paniqué en nous disant « Ah, Kevin, il y a des commandes qui ont échoué, qu'est-ce qu'il faut faire? La plateforme est tombée, qu'est-ce qui se passe ?» On lui dit « Calme-toi, ça arrive, ça fait partie de la vie de la plateforme. C'est un événement, certes, sur lequel il faut garder un œil, mais en soi, s'il arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave. On s'y attend, on a géré les erreurs. » Mais avec un peu de recul, quand j'ai lu le log, il m'a mis le doigt dessus, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas d'informations sur la criticité de l'événement. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être considéré comme grave ou pas? C'est une information de debug ou c'est une alerte qui dit que la prod est tombée? J'en ai aucune idée. Encore une fois, je vais rajouter cette information-là comme du contexte dans mon événement et je vais le rajouter de manière normalisée, comme ce que j'ai fait pour la date. Donc, je suis la même norme, je rajoute un bloc, un espèce de tag qui va m'indiquer le niveau de criticité de mon élément. Et quand je vous disais que ce niveau de criticité-là, cet élément de contexte était normalisé, je parlais d'une vraie norme, au sens RFC du terme. La RFC qui décrit syslog, en l'occurrence. Et cette RFC, entre autres, elle décrit tout un tas de niveaux de criticité qui vont des informations de type debug utilisées principalement en développement et pas activées en prod, normalement, jusqu'à des erreurs, des choses qu'on doit remarquer et des niveaux très critiques qui disent que votre système est tombé, que potentiellement il faudrait quand même vous réveiller la nuit quand ça arrive. Ce genre de niveau de criticité, ça peut être un élément contextuel, on l'a dit, mais aussi ça fait le pont, quelque part, vers un système d'alerting éventuel. On envisage très bien que tous les événements qui se produisent, qui ont un niveau supérieur ou égal à warning ou à error, selon ce que vous préférez, partent vers une solution d'alerting et qu'on prévienne par mail une équipe technique. Ou alors que dès que ça atteint le niveau critique, on prévienne la personne qui est d'astreinte avec un petit SMS pour lui dire « Connecte-toi, il y a un truc qui se passe quand même ». Donc voilà. Sachez que système de logging et système d'alerting, c'est vraiment deux systèmes distincts, même s'ils peuvent se recouper, notamment sur ce genre de notions. Voilà. Maintenant, je vais lâcher un peu mon exemple de commande qui a planté, parce que c'est triste, je ne fais pas de CA quand même. Et je vais partir sur un exemple toujours concret qui est issu de ma plateforme, sur lequel un export a échoué. J'ai du contexte, je sais que c'est un warning, donc bon, il faut que j'y prête une petite attention relative, c'est pas forcément nécessairement très grave. Je sais la raison de l'échec, le répertoire dans lequel je voulais écrire m'était pas autorisé. J'ai la référence de l'export et je sais où est-ce que j'ai essayé d'écrire. C'est cool. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans ma plateforme, des exports, on en a de plein de types. On a des exports de métadonnées, on envoie des informations sur des livres à des partenaires, on a des exports de données de vente, on a des exports d'images, on a des exports de livres eux-mêmes, on a plein d'exports. Là, je ne suis pas capable en l'état de vous dire quel est le sous-système, quel est le contexte qui a émis cet événement-là. Je crois que vous commencez à comprendre l'histoire. On va rajouter cette information de contexte, encore de manière cohérente, toujours au même endroit, ce qui va nous permettre de savoir facilement, à la lecture, quel est le composant de notre plateforme qui a émis le log, ou quel est le composant de notre monolithe qui a écrit le log. Donc là, je sais que c'est un export de métadonnées qui a planté, je sais la raison de l'échec, j'ai les informations à ma disposition pour faire le SAV de ce problème-là. Et on pourrait même aller encore une étape plus loin, puisque j'ai réussi quand même, quand j'ai codé la feature, à identifier que l'export a pu planter à cause d'un problème de permission sur le système de fichiers. Moi, en tant que développeur, j'ai le contexte en tête. Au moment où j'ai implémenté la fonctionnalité, je sais que si c'est un problème de permission qui est lié au file system, probablement un petit chmod bien placé, pas 777, je fais jamais ça, mais un petit chmod va permettre de résoudre le problème. Après, il va se poser une autre question. C'est un export de métadonnées. Est-ce que c'est dangereux ou pas de relancer l'export, tout simplement? Moi qui rédige le code de cet export et de son déclenchement, bah, je peux très bien donner le contexte que j'ai en tête au moment où j'écris le code et l'indiquer dans mon log. Donc là, je vais dire, cette erreur s'est produite, probablement un petit coup de chmod, ça va marcher,
Et vous inquiétez pas, si jamais vous avez besoin de relancer l'export, c'est safe. Voici la commande pour le faire. C'est pas toujours possible, mais quand vous le faites, je peux vous garantir que si vous avez une fleurie chez vous, elle va vous ramener des bonbons. J'aime les bonbons. Encore un petit point, il me semble qu'à la conférence de Maison du Monde hier, il y a eu une notion assez similaire qui a été évoquée. C'est un petit système, une petite astuce qui permet de mettre en corrélation des logs. Quand je dis mettre en corrélation, ça veut dire qu'un log qui arrive dans votre système, un événement qui se produit, il n'arrive pas comme ça au milieu de rien. Il est l'issue, le résultat d'une requête. On a demandé quelque chose, une requête c'est potentiellement complexe, il peut y avoir plein d'actions qui découlent et qui produisent une erreur. Et donc pour débugger, on pourrait avoir besoin de retrouver le fil de cette requête et toutes les actions qui ont été passées, ce qui peut ne pas être facile si ces actions sont réparties entre plusieurs serveurs, ou si vous avez beaucoup de requêtes qui arrivent au même moment et que les logs sont fortement mélangés dans un fichier, par exemple. L'idée, du coup, ça va être d'identifier vos requêtes avec un UID, c'est le moyen le plus facile que j'ai trouvé, et d'inclure dans tous les événements qui sont émis par votre système cet UID. Du coup, que ce soit sur une machine unique ou dans des microservices, si vous avez un UID, vous êtes capable de suivre à la trace le traitement d'une requête. Et en plus de savoir qu'un export a planté, vous pouvez le mettre en relation avec un problème qui aurait été émis, remonté aussi par un log un peu en amont, et suivre vraiment qu'est-ce qui a pu faire planter ce log-là. J'ai peut-être un peu menti quand je disais que je ne parlerais pas de monologue, je vais faire une petite anecdote là-dessus. Le rajout automatique de cet identifiant de la requête dans tous vos événements, ça peut se faire très facilement avec la notion de processors qui est inclus dans Monologue. Le petit truc bleu en dessous du slide, c'est un lien vers la doc de ces processors. Pour résumer, je vais refaire un petit tour sur les guides, les conseils entre guillemets que je pourrais vous donner. Déjà, c'est pour avoir vraiment des logs qui vous sont utiles, déterminer qu'est-ce qui est important pour vous en termes d'événements métiers. Pourquoi c'est important et pour qui c'est important. Ça va vous dire qu'est-ce que vous devez loguer, qu'est-ce que vous ne devez pas loguer et comment vous devez le loguer, avec quelles informations. Une fois que vous le faites, faites-le de manière explicite, totalement, et sans ambiguïté. Sans ambiguïté pour vous, pour la personne d'exploitation et pour des machines. Pour ce faire, aidez-vous de notations standards. On a eu l'exemple du format de la date ou de la RFC de syslog pour indiquer le niveau de criticité. Et surtout, balancez autant de contextes que vous pouvez, de contextes utiles et intéressants. Ça vous aidera, vous, votre vous de dans 6 mois, et la personne à côté de vous qui a le pot de bonbons que vous voulez qu'elle partage. C'est tout pour moi. Merci. Alors maintenant, c'est la pause déjeuner. Et pour information, la vente d'éléphants n'est plus limitée à 1 par personne, donc faites le plein d'éléphants. Ah oui. Sinon, vu qu'on a du temps et que c'est la pause déjeuner, si vous voulez poser des questions à Kevin. Oui, désolé. Je mords pas. Oui, il ne mord pas. J'ai faim, mais pas. Ah bah voilà. Bonjour et merci. Bonjour. Petite question, là ton log, en fait, on va voir qu'il grossit, puisque tu rajoutes pas mal d'informations. Est-ce que tu as envisagé de le découper et de faire plusieurs... alors, tu dis de ne pas faire de multilignes, mais de faire plusieurs logs, et pour justement découper un peu l'information et permettre des recherches ou des batchs qui fonctionneraient sur des logs plus légers et du coup plus rapides. Donc, le problème, si je comprends bien, c'est que potentiellement, si j'ai tendance à mettre trop de contexte dans mes logs, vous avez peur que la ligne soit trop grosse et que j'arrive plus à la lire et à l'exploiter. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est quelque chose... Du coup, multiplier en fait le logger. Du coup, diviser. Avec, par exemple, le même correlation ID et faire du multiligne, mais dans différents logs, en fait. Déjà, de fait, c'est ce qui va se produire intuitivement quand un développeur va émettre des logs, parce qu'on aura tendance naturellement à être très progressif dans ce qu'on va indiquer. Là, je commence à traiter une commande. Le log, il est petit, c'est un événement qui est simple. Du coup, le contexte associé à cet événement va être simple lui aussi. Là, la commande a échoué. Le contexte, tel que je l'indiquais tout à l'heure, il ne va pas être beaucoup plus gros que ça. Et ça ne va pas me gêner en termes de volumétrie et de place sur les logs. Donc, pour le moment, le problème de contexte trop gros ou de log trop gros, je ne l'ai pas vraiment rencontré.
Donc j'ai pas cherché à le résoudre, surtout. Parce que déjà, on a une granularité qui est assez fine et qui fonctionne pour nous, en termes de logs et de subdivision des logs et des événements. Mais après, le seul truc qui pourrait faire éventuellement grossir un peu trop les logs, c'est la notion d'actionable logs que je présente ici, parce qu'on met vraiment des messages rédigés complets. Mais après, même ces logs-là qui sont gros, certes, on n'a pas eu de problème pour les visualiser, parce que l'outil qu'on utilise derrière, le JSON, il va le décoder, et même un pâté où je rédige une explication sur l'erreur, il reste lisible. Donc pour le moment, c'est un problème que je ne vais pas résoudre parce qu'on ne l'a pas eu. Grâce à une petite division au préalable aussi. Donc ça, nous, on l'a aussi dans l'entreprise où je travaille. Par contre, c'est mis à part dans un autre outil, sous forme de fiches d'exploitation, et qui permettent peut-être une meilleure maintenance que directement dans le code, pour le coup. On peut expérimenter l'idée, ouais, ça m'intéresse. On en discutera. Plus de questions ? Quelqu'un a une autre question ? Bon appétit.